Bernard rencontre son monde, c'est né de mon besoin d'entrer en contact authentique avec les gens de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Vous le savez, je suis en amour avec mon coin de pays et ses gens. Pendant 1 heure, je discute avec une personne du comté de tous âges, de toute profession ou de toute allégeance, de son parcours et de sa philosophie de vie. Et je vous partage notre conversation. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard rencontre son monde commence maintenant. Aujourd'hui, j'ai eu un coup de foudre. Un coup de foudre pour une dame, une grande dame, Janine Giasson-Caron. Une femme d'envergure, une femme qui a la parole facile, qui est absolument savoureuse de son franc-parler, devrais-je dire. C'est une femme qui a modelé par ses actions ce qu'est devenu la région de Lillet. Et je pèse mes mots parce que c'est véritablement quelqu'un qui a été très impliqué durant toute sa vie pour faire en sorte de faire avancer la communauté de Lillet et de la faire arriver dans le 21e siècle. Féministe avant même que le mot existe. Alors, je vous invite à écouter mon entretien avec Janine Giasson-Caron, qui, vous le constaterez, n'a pas la langue dans sa poche. Écoutez ça. Je pense que ma vie a jamais été très éclatante. Là, tu sais, dans nos chemins, on peut avoir une route du 20, mais on peut avoir une 132 aussi. Ben oui, exactement. Alors, on commence officiellement l'entrevue. Comment allez-vous? Ça va très bien. Malgré la pandémie, j'essaie de garder mon sourire et, en tout cas, un peu de gaieté dans ma vie. On se connaît depuis un bon moment déjà. D'ailleurs, présente lors de mon élection en 2009 comme député fédéral, donc il y a plus de 10 ans maintenant, et je vous en remercie par ailleurs, mais vous êtes une dame, comment je pourrais dire, non conventionnelle. Moi, je vous vois comme ça, en tout cas. Je ne sais pas, peut-être que vous voyez pas comme ça, mais moi, je vous vois comme ça. Vous êtes une dame extrêmement impliquée, mais au départ, racontez-moi un peu votre histoire familiale. Moi, je suis née à Lillet, oui. Je suis issue d'une famille de 8 enfants. Je suis la 4e fille d'affilée. Et après, j'ai 3 frères et une jeune sœur. Mon père avait une ferme très jeune. Il avait travaillé, il appelait ça à l'arpentage dans l'Abitibi, dans les premières années de son mariage. Et après, il a acheté une ferme et il a travaillé également pour la voirie à l'époque. On était une famille ordinaire. Pour l'époque, je pense que mes parents étaient des gens assez engagés dans le milieu. Mon père a été marguillé. Ma mère suivait les élections municipales sans se présenter naturellement, mais elle avait des bonnes amies. Le but de mes parents était surtout que nous ayons de l'instruction. Jusqu'à un certain point, tu sais, l'école était prioritaire dans notre famille, je pense. Ben certainement. Est-ce que les 8 enfants ont tous étudié jusqu'à un certain niveau, oui? Parce qu'à l'époque, ça devait être les écoles de rang, j'imagine, au départ, là, comme... Oui, moi, je suis allée à cette école, ben oui. Ouais. Je suis allée à cette école avec 7 divisions, puis ma sœur aînée a fait son cours d'enseignante à Saint-Pascal avec les sœurs de la congrégation. Ben oui, puis elle a été même ma maîtresse d'école. Ben, c'est elle qui m'a enseigné quand j'ai fait ma 7e année. La sœur de mon père a fait ça aussi. Elle a été institutrice toute sa vie. Elle a commencé à 17 ans. Et elle enseignait à des gens de son âge. Donc, à l'époque, dans les écoles de rang, c'était comme ça. À l'époque, c'était ça. Mais tu sais, il y avait une forme de respect et d'une ligne qui se traçait entre l'élève un peu turbulent ou plus moins turbulent qui allait à l'école et la maîtresse, parce que c'était pas le professeur, c'était la maîtresse d'école à cette époque-là. Mais ces femmes-là ont eu un mérite extraordinaire. Vous avez tout à fait raison. Alors, vous étiez la 4e fille. La plus vieille est enseignante, la 2e avait appris des cours de couture avec les religieuses, etc. La 3e avec les religieuses aussi, des cours de tissage. Et moi, peut-être un peu hors série, j'ai fait, moi, à l'époque, on appelait ça le cours commercial. Alors, même, j'avais ma 7e année que ma sœur m'avait faite en milieu rural, dans une école du rang, vous savez, qui était sur la 132, on était dans le coin des Fafards. Elle enseignait dans le coin des Fafards, dans le Woodley. Je suis allée passer mon année avec, mais tu sais, à cette école-là, à cette époque-là, l'eau courante n'existait pas, et on allait chercher l'eau chez le voisin, puis le matin, quand on s'élevait l'hiver, des fois, l'eau était pas tout à fait glacée, mais proche, là, si vous voulez. Alors, parce que ma sœur avait peur du feu, donc
donc on avait peu de couvertes de laine, et puis bon, on était, malgré tout, on n'était pas à plein tant que ça. Donc, votre père avait une ferme familiale à ce moment-là, là, quand vous étiez à vos études. Mais vous avez décidé d'aller plus loin. Vous avez décidé de faire le cours commercial? Oui, j'ai fait ma 8e, ma 9e année pensionnaire ici au couvent d'Illette, parce qu'à l'époque, tu sais, les chemins n'étaient pas entretenus l'hiver. On était sur la 132, mais la maison était éloignée du chemin. Mais rendu à la 8e année, il fallait s'en aller au couvent ou abandonner. J'ai fait ma 8e, ma 9e année pensionnaire au couvent d'Illette. Tu sais, je voulais aller plus loin. Alors, j'ai fait ma 10e, ma 11e année au couvent de Saint-Roch à Québec chez les dames de congrégation. Alors, de là, c'est certain que, tu sais, même si j'étais très jeune, en juin 50... Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans. 16 ans? Ben oui. Vous étiez précoce quand même, là, comme étudiante, là, à ce moment-là, déjà, non? Vous savez, quand on est les quatrièmes d'une famille, puis qu'on est curieux, oui. en fin de compte, le soir, là, les petites sœurs, ils font leur devoir. Alors, tu regardes, qu'est-ce qu'ils font? Tu veux savoir pourquoi? Tu veux savoir comment? Je connaissais un peu mes lettres. Je savais compter jusqu'à 25, probablement. En tout cas, je savais compter un peu. Pourquoi? Parce que j'avais appris de mes sœurs. Oui, tout à fait. Mais situez-moi géographiquement, là, au niveau du couvent, là, est-ce que c'est maintenant l'école secondaire? Le couvent où je suis allée, c'était le musée maritime. OK. Le musée maritime était le couvent? C'était le couvent où j'étais pensionnaire. Ben oui. Oh mon Dieu, vous m'apprenez quelque chose, là. L'école secondaire n'existait pas à ce moment-là. L'école normale des sœurs du Bon Pasteur a été construite dans les années 48-50. OK. Puis ça, c'était un collège public ou privé à ce moment-là? C'était privé. Il n'y avait pas d'autre chose que ça. Mais à l'époque, l'îlet était séparé. Tu as l'îlet-sur-mer, tu avais l'îlet puis Saint-Eugène, mais aujourd'hui, ça forme une municipalité. On en reparlera tantôt, mais vous étiez sur la 132 quand l'îlet-sur-mer. Sur la 132, oui. Est-ce que c'était l'appellation l'îlet-sur-mer à ce moment-là? Non. Vous savez, le village, c'était l'îlet. Chaque bout des villages et le deuxième rang, ça s'appelait Notre-Dame de Bon-Secours. Tu sais, ça a été fusionné, ça fait pas tellement d'années de ça. Notre-Dame de Bon-Secours était une municipalité plutôt à caractère de fermier et d'ouvrier. Est-ce que vous croyez que votre curiosité vient du fait que l'îlet, encore aujourd'hui, est une ville manufacturière? L'îlet a toujours été un bastion ou en tout cas un terreau fertile pour l'entrepreneurship, là, je pense. La fonderie de l'îlet avait une excellente réputation. Il faisait des poêles en fonte. J'ai un beau-frère, entre autres, qui a travaillé à la fonderie de l'îlet. Il gagnait des assez bons salaires à l'époque. Et l'été, quand il faisait chaud, quand il coulait, là, c'était épouvantable. Il y avait du cœur au ventre. Le confort était tout simplement quand on revenait à la maison et qu'il prenait une tasse de thé. Exactement. Alors, vous êtes allé donc à étudier à l'école, vous avez fini. Puis là, à partir de là, vous avez 16 ans, vous avez commencé à travailler. J'ai à Saint-Jean-Port-Joli pour Jean-Julien Bourgault, qui faisait de l'ameublement d'église. Il était sculpteur, Jean-Julien, mais il était aussi un manufacturier. OK. Ça ne l'empêchait pas de faire de la sculpture. Il faisait de l'ameublement d'église dans les années 50. Il y avait une vingtaine d'employés, ce sont des hommes. Et puis j'étais la petite fille très gênée à l'époque. C'est dur à croire que vous avez déjà été gênée. C'est dur à croire. C'est tout à fait vrai. Parce que vous savez, un jour, en montant les escaliers pour rejoindre la côte de la montagne en pleurant, la fille est sortie de la campagne va sortir de la ville. Ah oui? Quand j'ai travaillé chez Jean-Julien Bourgault, j'étais très gênée. On faisait des salaires, c'était tous les 15 jours. Il fallait que je remette à chacun des hommes leur chèque, aller dans l'usine, que c'était une vraie corvée. Puis il y avait des gars d'un certain âge, 50 ans, 60 ans, tu sais, qui me regardaient avec des yeux. J'étais habituée d'avoir un père plutôt chaleureux, plutôt taquin, tu sais, facile d'accès. Mais j'ai laissé Jean-Julien Bourgault, pas parce que j'ai été congédiée, pas parce que j'étais malheureuse, c'est que Jean-Julien, sa fille aînée, finissait son cours commercial chez les Ursulines. Gentiment et poliment, on me l'a dit, tu sais, qu'en fin de compte, dès l'été, j'aurais plus de travail. Alors, comme je connaissais quelqu'un chez Jean-Julien, qui connaissait un monsieur qui cherchait une secrétaire avec de la comptabilité dans un bureau d'importation import-export, et c'est là que j'ai connu qu'est-ce que c'était que d'avoir un patron inhumain, un patron d'une exigence épouvantable. Ah oui? Ah oui. J'ai connu qu'est-ce que c'était. Aujourd'hui, on parlerait peut-être de la maltraitance, là, tu sais. Ouais. Ah oui, tant que ça, hein? C'était quasiment ça. Parce que, tu sais, à l'époque,
les ordinateurs n'existent pas. Quand on faisait les taux d'échange en Suisse, en Allemagne, ces choses-là, les taux changeaient. Il fallait que je compte les sous. Les transactions, oui, c'est ça, les transactions. En argent du pays. Alors, si je me trompais de 22 cents, ben, je me serais trompé pour 22 000, ça aurait été aussi grave. Alors, c'est comme ça que j'ai connu qu'est-ce que c'était que la domination puis le manque de respect. L'âge n'a pas d'importance, même si j'avais 18-19 ans. À travers tout ça, et à un moment donné, j'ai pris un téléphone puis j'ai appelé une dame qui s'occupait du placement provincial. Puis j'ai dit, je me cherche un emploi. Et la dame m'était apparue très charmante au téléphone. Et elle m'a dit, en tout cas, aussitôt que j'aurai quelque chose qui peut vous ressembler, je vais vous appeler. Okay. Et un jour, elle m'a appelé et elle m'a dit, j'ai travaillé jeune dans un bureau d'avocat et il y a un avocat qui se cherche une secrétaire parce qu'elle est malade. Sa secrétaire est malade et je vous enverrai à l'entrevue. Okay. Alors, je suis allée à l'entrevue. Toujours à Québec? Toujours à Québec. C'était Guérard et Pellant, ça s'appelait les avocats. Et ils étaient au coin de la rue Saint-Joseph et de l'église. Alors, la Banque Royale, qui est à côté de l'église Saint-Roch, là, c'est là où j'ai connu qu'est-ce que c'était que d'avoir un employeur respectueux, un employeur qui te fait confiance, un employeur exceptionnel. Maître Guérard était un homme d'une grande délicatesse. Je me suis présentée chez lui le soir, après mon travail terminé, avec quasiment une demi-heure de retard, parce que mon emploi m'avait retenu plus au bureau. Quand je suis arrivée, je me suis dit, excusez l'expression, si j'ai affaire à aussi bête que qu'est-ce que je viens de laisser, pour moi, je vais sortir au début, je ne descendrai pas l'escalier. Je vais la rouler. Vous avez une mémoire quand même très vive de vous rappeler de ces choses-là. Mais vous savez, quand ton cœur est blessé, on s'en rappelle. Oui, sûrement. Quand ton cœur est guéri par quelqu'un, on s'en rappelle. J'ai travaillé là 7 ans. J'ai été secrétaire. Aujourd'hui, on dirait secrétaire juridique. Oui, tout à fait, oui. C'est pas là, j'étais secrétaire de cour. Cet homme-là m'a fait confiance. J'ai travaillé avec ce type-là. J'ai eu du plaisir. Maître Pellant, qui était son associé, était un homme sévère, mais d'un grand respect. Il me disait toujours, vous avez l'œil moqueur, Janine. C'est toujours vrai aujourd'hui, il avait raison. Et par les soirs, j'ai fait mes équivalences de baccalauréat SR. Et à un moment donné, je voulais faire autre chose. Alors, je suis allée à l'université pour voir si je pouvais faire mon cours. À ce moment-là, c'était la faculté de commerce. À l'Université Laval? Oui, c'est là qu'en fin de compte, j'ai dit à mon patron, je m'en vais à l'université. Alors, il m'avait dit, si vous preniez le droit, je vous donnerai mon bureau. J'ai toujours été une femme trop émotive pour être avocate. Donc, vous avez fait le choix d'aller quoi, en comptabilité ou? En comptabilité. De 63 à 66, j'ai travaillé à l'Université Laval. J'ai étudié à l'Université Laval à plein temps. Et durant l'été, j'avais pas besoin de me chercher du travail. Je retournais au même bureau parce que il y avait des notaires aussi. Tu sais, c'était toute une étude. Il y avait des notaires. Alors, je remplaçais mes anciennes compagnes qui s'en allaient en vacances. Alors, j'ai jamais connu qu'est-ce que c'était qu'une journée de chômage. Ah oui, hein, c'est pour dire, hein, vous avez travaillé toute votre vie. J'ai travaillé tout le temps. Le chômage, moi, je leur ai pas coûté cher. J'imagine qu'à l'époque, il ne devait pas non plus avoir beaucoup de femmes à l'université en comptabilité, là. À l'université, sur 400 étudiants, on était 22 filles. Naturellement, moi, j'étais la plus vieille. Les autres rentraient plus jeunes, ouais. J'étais pas une jeunesse, hein, j'avais 28 ans. Mais les gars, je ne me suis jamais sentie à l'Université Laval différente. Mais j'avais une forme d'indépendance, peut-être. J'étais bien à l'université. Vous étiez non seulement plus vieille que les filles, vous étiez plus vieille que les gars aussi, probablement, non? Ah ben oui. Dans les 3 ans que j'étais à l'université, j'ai jamais eu l'ombre d'un problème à cause de mon âge ou à cause que j'étais une femme. Écoutez, dans ma promotion, on était 2 livres. On passait dans le couloir, personne ne nous voyait. Madame Caron-Giasson, vous faites beaucoup de références, en tout cas depuis le début de l'entrevue, à la relation homme-femme. Est-ce que vous vous considérez comme féministe vous-même ou vous l'avez été ou... Probablement que j'ai été calculée comme étant féministe. Moi, j'ai toujours dit, vous savez, dans la vie, on a une chaise qui nous appartient. Prends pas la chaise de ton voisin, tu seras pas confortable. Prends la tienne, puis tu le sauras. C'est très juste ce que vous venez de dire, c'est très, très juste. Alors, je comprends que vous étiez quand même
ou que vous vous êtes considéré comme féministe dès votre jeune âge, là, ou en tout cas, quelqu'un qui voulait ouvrir Bon, ben là, c'est un terme qui existe peut-être pas. Ouais, c'est ça, qui était pas aussi bien défini qu'aujourd'hui, probablement. Mais c'était un vocabulaire qui faisait pas partie de nos familles, donc c'était une maladie qu'on n'a pas attrapée. Alors, vous êtes revenu après vos années d'université? Quand j'ai fini à l'Université Laval, c'est là où j'ai connu qu'est-ce que c'était que la différence entre une femme et un homme. OK. Comment ça? À la faculté, en 66, j'ai travaillé fort, j'ai étudié beaucoup, puis je voulais arriver. Pour moi, il n'y avait pas de demi-mesure. Et quand j'ai fini à l'université, à la fin avril, début de mai, les bureaux de comptables de Québec, naturellement, venaient pour des entrevues, pour l'embauche. Oui. Et je n'étais pas acceptée parce que j'étais une femme. OK. Je suis allée à quelques bureaux qui avaient accepté probablement de me rencontrer. Un bureau que je nommerai pas, parce qu'il existe encore, le monsieur m'avait dit, Mademoiselle Janine, vous êtes une femme très féminine, donc je ne voudrais pas que vous perdiez votre féminité. Vous savez, travailler chez nous, là, c'est très difficile. Les gens d'affaires font pas confiance aux femmes. Wow. Alors, tu ravales ta salive et tu dis merci, bonjour. Je vous avoue le petit crime qui aujourd'hui serait un crime. Et je connaissais un politicien, en l'occurrence mon député. OK. J'aurais pu aller à Montréal parce que je connaissais un bureau de Montréal qui m'a engagé. Mais je n'étais pas intéressée à m'en aller à Montréal. Alors, je suis allée rencontrer mon député. Mon député connaissait ma famille. Alors, il m'a dit, pourquoi pas, à l'auditeur de la province, pour quelle raison tu ne serais pas engagé là? Tu sais, bon. Alors, j'ai rencontré à 8 heures le matin le représentant de l'auditeur. C'était assez à tirage limité. Je suis allée peut-être un peu fort. Je lui ai dit, vous savez, ça me prend 1 an de stage pour devenir comptable agréé, si je passe aux examens de l'ordre des comptables agréés. Mais à partir de là, je vous dis une chose, c'est que je ne suis pas à la recherche d'un mari ou d'un amant. OK. Parce que je savais que c'était surtout des hommes qui travaillaient là. Ouais. Et je peux vous dire que quelques temps après, j'ai eu l'acceptation que j'étais à l'auditeur de la province. Le message J'étais était embauchée clair. par l'auditeur de la province en 66. Vous dites que vous étiez célibataire à ce moment-là, là? Oui. Toutes vos années d'université, vous êtes demeuré célibataire, quoi, ou? J'ai toujours été célibataire, oui. OK. Et pour moi, vous savez, j'avais une forme d'indépendance. Ben, je n'avais pas l'air d'un pichou non plus. Là. OK. Mais pour moi, j'avais le goût de faire d'autres choses. Donc, j'aimais avoir un copain avec qui j'allais prendre un souper, aller au cinéma ou au concert ou quelque chose comme ça. Mais pas plus que ça, vous savez. Ouais. Quand je suis arrivée à l'auditeur au mois d'août, ben là, j'étais la seule femme. Et on avait embauché 6 collègues, 6 finissants de l'Université Laval. Donc, on était 7 nouveaux visages au bout du vérificateur. Moi, je suis entrée à la mi-août au vérificateur et quand je suis rentrée, on m'a dit, vous avez une place là-bas, dans le coin, c'est votre bureau. OK. Et j'ai lu les lois, les principes de choses pendant 2 semaines de temps. Pour vous familiariser avec l'application de Et ce que c'est vous que aviez les à faire. chefs d'équipe ne voulaient pas m'avoir. Alors, ils vous ont mis dans le coin, ils ont dit, étudie la loi, puis après ça, on verra comment... puis Après ça, finalement, on verra qu'est-ce que c'est qu'on va te donner. vous êtes devenu probablement la meilleure de tout le groupe parce que vous aviez plus d'instructions au niveau de la loi que personne d'autre. Oui. Je réponds oui à votre question. Oui, sûrement. Mon expérience que j'avais dans un bureau d'avocat, moi, le code civil, la loi des compagnies, je la connaissais. Ah oui. J'avais cette chance-là. Vous aviez déjà une expérience très, très importante déjà, là. Puis j'étais bonne au dactylo, je pouvais prendre un discours parce que j'avais ma sténographie. Toutes ces choses-là étaient pour moi un atout. Puis là, vous êtes demeuré à Québec encore un certain temps parce que là, vous êtes marié à un moment donné, non? Au vérificateur général, j'ai été 7 ans. OK. Mais durant ce temps-là, j'ai rencontré un monsieur Villette qui cherchait un comptable. Ah, OK. OK. C'est comme ça que... Vous avez fait connaissance de votre conjoint. En 1973, j'ai marié Garnier-Gesson. On s'est fréquenté une couple d'années, mais si c'était pas des fréquentations pour moi qui deviendraient un jour mon mari, c'était tout simplement une rencontre d'hommes d'affaires avec qui je pouvais avoir du plaisir. Parce que quand il montait à Québec, il m'appelait et il me disait « Viendriez-vous souper avec moi? » Ah ouais. Il m'amenait pas n'importe où non plus.
Est-ce que je suis en train de comprendre que M. Garnier-Giasson est un homme d'affaires de la région de l'Îlet et que vous, en tant qu'employé de l'auditeur, vous avez eu à auditer son entreprise et c'est comme ça que vous vous êtes Je l'ai connu? pas eu à auditer. Puis, il connaissait ma famille comme il faut. Il connaissait mes frères et mes sœurs. Il cherchait là, il était comptable. Puis, c'est ça. Tu sais, en 73, on s'est mariés au mois d'août. Et au cours de l'année, un de mes professeurs de l'Université Laval, il y avait une propriété à Saint-Jean-Port-Joli. Il vient me voir et il me dit, on devrait ouvrir un bureau de comptable, tu sais, bonne là-dedans, puis bon, etc. J'avais peut-être un peu un goût de paresse à un moment donné, probablement. Mon mari me dit, pourquoi pas? Tu travailleras 2-3 jours par semaine, puis ça va être correct, tu sais, tu vas aimer ça. Dans quel domaine votre mari était quand il était en affaires? Il était distributeur de produits pétroliers. OK. Lui était un bon vieux garçon qui faisait sa vie librement. Là, vous l'avez encadré, finalement. Oh là là, oui. On est à Notre-Dame-du-Portage à souper. Puis un des professeurs de l'Université Laval est là avec sa femme, M. Bélanger, Marcel Bélanger, était un homme à une sommité, ça. Il se lève, il vient me voir. Il dit, je suppose que c'est ton mari. Il dit, oui, monsieur, vous devez pas souvent dire non. Alors, Mme Caron-Giasson, là, on va faire un bond dans le temps. Comment je pourrais dire ça? Vous avez toujours eu un intérêt pour la politique sans nécessairement vous impliquer personnellement en politique. Ou en fait, avez-vous déjà pensé vous présenter en politique? On m'a déjà offert. Oui. Et j'ai dit non. Pour la bonne raison. D'abord, premièrement, mon mari, j'ai jamais pensé obéir ou pas obéir à mon mari. On se respectait énormément, puis on s'aimait beaucoup. Mais je savais que mon mari n'apprécierait pas. Ça faisait pas partie de ses idées. Moi, d'un autre côté, vous savez, j'ai toujours su que mon franc-parler, que j'ai de la misère à contrôler, on va être rendu à mon âge, m'aurait nuit. Parce qu'en politique, faut être correct, oui. Mais de temps en temps, faut pas répondre. Oui. Ça, c'est mon expérience, remarquez bien que je crois en politique. Ouais, mais, en fait, c'est que vous avez fait beaucoup plus de politique que bien des politiciens. La réalité, c'est qu'on peut faire beaucoup de politique sans même faire de la politique. J'ai toujours pensé, Bernard, que je donnerais mon appui à un politicien en qui j'aurais une absolue confiance. Pas autrement. Ça, c'est un beau compliment parce que vous m'avez donné votre confiance à quelques reprises déjà. Oui, mais c'est parce que vous le méritiez, Norbert. Pas Norbert. Bernard. Vous venez de faire un beau lapsus. Oui, parce que justement, M. Norbert Morin... C'était la même chose, oui. Oui. C'est une personne très remarquable d'ailleurs, Norbert, un ami de longue date, pour qui j'ai énormément de respect par ailleurs. On s'est vu il y a 2 ans, je pense, à Ottawa, vous étiez venu en visite avec votre sœur et votre beau-frère, ou l'inverse, là. Vous nous avez traité, votre attaché politique et vous, comme si on avait été des grands personnages, alors qu'on était un citoyen ordinaire du coin de la rue. En fait, c'est que tous les citoyens d'un comté ne sont pas des citoyens ordinaires. Ce sont tous des citoyens extraordinaires à mes yeux. Et quelle que soit l'image, la façon dont vous vous percevez vous-même, pour moi, la façon dont je perçois les gens qui restent dans mon comté, c'est d'une grande importance. J'ai un respect immense pour les personnes qui doivent faire un choix politique à un moment ou à un autre dans leur existence et de les recevoir dans la maison qui leur appartient, c'est-à-dire le Parlement du Canada. Pour moi, c'est un devoir fondamental. J'aimerais que plusieurs personnes puissent prendre l'initiative de nous contacter quand ils viennent dans la région de la capitale nationale parce que c'est extraordinaire de voir ça, là. C'est quelque chose de super beau. En plus, qu'actuellement, on est dans des rénovations du bâtiment central du Parlement et qu'on a été installé dans l'édifice de l'Ouest qui ont rénové à coût d'1 milliard de dollars. D'ailleurs, vous avez été témoin de ça. Puis tout le monde qui s'intéresse minimalement à la politique devrait minimalement une fois dans sa vie monter à Ottawa pour venir voir ça. Mais moi, j'ai été allé à Ottawa pendant quelque temps parce que je représentais la province de Québec à la Société du Crédit agricole canadienne. J'étais un peu familière, mais pas au bâtisse du gouvernement. Ouais. Tu sais, on n'avait pas affaire à ça. Mais à part ça, c'est quand on va à une séance, on a samedi 4 fois par année, on n'a pas le temps. On a juste le temps d'arriver, de dormir, puis se lever le lendemain matin, puis s'en aller au bureau. On est déjà reparti. Faire ça 2 jours, puis après ça, à 4h30, on est reparti pour s'en revenir. Là, c'est un peu ça. Au moment où on est allé, j'avais tellement apprécié ce que vous avez fait pour nous. J'en revenais pas. On s'attendait jamais d'avoir autant d'attention puis de se sentir en sécurité pour aller à tel endroit par rapport à tel autre. Oui, tout à fait. Non, puis on se fait un plaisir de le faire. Madame Giasson-Caron, je vais revenir un petit peu en arrière.
après votre séjour à Québec, vous êtes revenu finalement à Saint-Jean-Port-Joli pour ouvrir un bureau de comptable, c'est ce que je comprends? J'ai ouvert un bureau de comptable en 74 À Lillet ou à Saint-Jean-Port-Joli? à Saint-Jean-Port-Joli. Parce que Laurent Petit, qui avait été mon professeur à l'Université Laval, c'est lui qui est venu me voir, puis il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, on a commencé le bureau à Saint-Jean-Port-Joli, mais à ce moment-là, lui, il pensait que l'argent allait rentrer comme un petit ruisseau, là, tu sais, c'est rigolo. Alors, moi, j'avais même pas de sous pour payer la gasoline pour mettre dans mon auto. C'est mon mari. C'est mon mari qui finançait mes déplacements. C'était distributeur de gaz, ça devait pas être trop compliqué Il y pour avait votre pas de gaz. problème. Alors, au bout de 6 mois, il est reparti à Québec. Okay. Et puis, je suis restée seule. Alors, j'ai retroussé mes manches. Mais vous savez, à cette époque-là, en 74, 75, là, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où les femmes pouvaient s'identifier comme étant capables de faire des choses. Lyon et compagnie, Richelieu ou Optimiste ou quelque chose comme ça, qui se ressemblent à tous les mois, les gens d'affaires ou les gens engagés en termes social, il n'y a pas de femmes là, tu sais. Ça n'était que des hommes, effectivement. Ça n'était que des hommes. Alors, c'est comme ça, par instinct, si vous voulez, qu'à un moment donné, je me suis fait connaître un petit peu plus dans les organismes humanitaires, les corporations qui quittent des sous pour aider. Et il y avait quand même un agent au gouvernement provincial qui était Martin Caron à Lillette. Lui, il travaillait pour le ministère de l'Industrie et du Commerce et il avait organisé avec Kamouraska une rencontre. Il y avait 2 dames qui venaient de Saint-Pascal, c'était des femmes d'affaires. Moi, ça m'a permis de prendre contact avec certaines personnes de la Pocatière. La région du Kamouraska, hein? C'est ça. Alors, c'est comme ça que je me suis aussi infiltrée dans Kamouraska. Puis, j'avais une amie à Québec qui faisait de la politique. Et à ce moment-là, moi, j'avais été à différentes réunions à Québec, mais c'était au club de réforme, là, tu sais. Il y avait le député qui était le docteur Dallaire, Oui. que j'avais connu. Après ça, j'avais Louis-Philippe Lacroix des Îles-de-Madeleine, que je me rappelais que ces gars-là, puis au vérificateur général de la province, mais pour me punir, il m'a envoyé aux Îles-de-Madeleine. OK. C'était des confrères de classe à ce moment-là, là, à l'université, là. Non. Pour me punir, on m'a envoyé aux Îles-de-Madeleine. Ça a été ça. Et oui. Je me suis fait des amis là, puis j'ai eu du plaisir. Mais tu sais, les gars voulaient pas y aller parce que c'était 3 semaines. Ouais. Vous savez, il y a 45 ans, les Îles-de-Madeleine, c'était pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Non, bien sûr. À ce moment-là, j'ai rencontré aussi des objections, là, tu sais. À la CTMA, j'avais à aller vérifier. Et quand je suis arrivé, le directeur m'a fait niaiser pendant 2 heures de temps à la porte. Et je l'ai remis aussi. Je suis devenu bonne amie avec. Ah ouais. J'ai été 2 heures à attendre jusqu'à temps que les vapeurs commencent à monter. Je me suis représenté au comptoir, puis j'ai dit, vous direz à votre patron que ça passait le temps que j'attends. J'avais rendez-vous à 9h30 et j'ai pas encore fini de vie, puis il n'y a pas personne qui bouge ici. Alors, s'il n'est pas là, j'ai dit, en tout cas, vous direz à votre patron que quand il aura besoin de chercher Blanchard, il viendra chercher à Québec. Oui, il a dû se réveiller, ça n'a pas dû être long, La là. porte a ouvert. Il m'a lancé par la tête. Si vous avez le droit de dire ça, vous avez le droit d'augmenter ma subvention, mais j'ai dit, vous verrez ça plus tard. Mais c'est comme ça qu'on établit des relations d'égal à égal entre un homme et une femme, parce qu'il faut s'affirmer. Puis c'est ce que vous avez fait toute votre vie, là. Vous vous êtes affirmé. Oui. Hein? Oui. Et entre autres, faut que je vous la raconte, celle-là. Oui. Je suis nommé pour représenter la province de Québec à la Société du Crédit Agricole. La première fois, avant d'aller au conseil d'administration, il y avait le comité consultatif. On était 2 ou 3 personnes de la province qui siégeaient au comité consultatif. Mais moi, je savais pas ça, là. Alors, pour aller à Ottawa, je dis à mon mari, tu devrais monter avec moi pour une fois, là, tu sais. Ouais. C'est la première fois que je vais là. Alors, le dimanche après-midi, on monte à Ottawa. Le dimanche soir, on est au restaurant tous les 2, à l'hôtel. Et un monsieur se lève. Et il dit, j'imagine que vous êtes Madame Janine Caron Giasson. J'ai dit oui, étant donné que je vous voyais parler en français avec le monsieur. Il se présente et dit, je représente les éleveurs de volailles à la Société du Crédit Agricole. Je dis oui. Mais il dit, il paraît que vous êtes comptable, vous? Je dis oui. Il dit, qu'est-ce qu'une femme comptable connaît dans l'agriculture? Rien du tout, monsieur. Mon mari était choqué. Pourquoi tu lui as dit, tu connais rien? Et j'ai dit, ça vient de lui dire, on connaît autant que toi. Je dis pas en tout, tu le demain matin, moi, je vais le voir. Non, mais je l'ai eu.
Vous avez caché votre jeu. Vous êtes en train de me dire que vous représentiez le Québec à cette association-là, c'est parce que vous aviez développé dans votre bureau de comptable plus une section agricole, quoi, au niveau de la comptabilité? Oui, oui, ben Ok. oui. Ok. Ben oui. Vous savez, Ah, à cette époque-là, les fermiers commençaient à faire leur rapport d'impôt. Oui, oui. C'est ça au tout début, là, il y avait bien des fermiers qui ne faisaient pas de rapport d'impôt. En étant dans une région rurale, bien sûr que ça facilitait le travail aussi. En fin de compte, mon père étant fermier, mon beau-frère étant fermier, tu sais, c'était un peu comme ça, tu sais, en fait. Est-ce qu'on peut dire que votre bureau de comptable en avait fait une spécialité? Peut-être, sans m'en rendre compte. Un peu Ouais, comme ouais. les rapports d'impôt américains pour les gens du comté de Gillette qui travaillent au même. Oui, OK. Il y avait un monsieur à Saint-Jean qui faisait ça. Il était d'un certain âge. Et puis, il était venu me trouver. Il m'avait dit, si tu veux faire des rapports d'impôt américains, là, tu sais, il dit, je les enverrai toutes. Hey, j'ai sauté là-dessus. Moi, je ne l'avais jamais fait. Est-ce que vous parliez anglais? Je parle pas anglais, je baragouine. Je n'ai pas le don des langues. Là, vous avez représenté le Québec à cette association-là et vous avez fait grandir votre bureau de comptable et vous êtes devenu reconnu quand même dans la région, là. Vous avez été quelqu'un de très impliqué, là, dans toutes sortes d'affaires. Je me suis impliqué pour beaucoup de choses. Et je vais vous dire une chose, Bernard. Les gens me faisaient confiance. Oui. Alors, quand les gens vous font confiance, vous n'avez pas le droit de les tromper. Mhm. Alors, vous avez un merci à faire. Pas nécessairement à dire, mais un merci à faire. C'est dans ce sens-là que j'ai essayé de dire à mon monde, vous avez fait confiance à Janine Caron-Gasson. Elle vous a fait confiance aussi parce que j'ai toujours dit, j'étais amie avec un bon prêtre, l'abbé Desseignes, puis j'y avais dit, vous savez, l'abbé Luc, que je pense que je confesse plus dans mon bureau que vous pouvez confesser dans votre C'est la même réalité pour les politiciens. On entend beaucoup de confessions dans nos bureaux. Exactement, Bernard. Exactement. Puis les gens vont vous confesser s'ils ont confiance en vous. Oui, tout à fait. Mais c'est l'art de recevoir, hein, parce qu'on peut donner bien des choses dans la vie. Vous méritez la confiance. Je suis une vieille bonne femme maintenant. Un jour, j'avais été donner une espèce de petite conférence, en tout cas, à un groupe. Puis, en tout cas, la question, un peu l'histoire des femmes qui s'impliquent, puis tout ça. Puis, pour quelle raison? J'ai dit, savez-vous, je vais vous dire une chose. Même l'âge ne me dérange pas. Parce que l'expérience que j'ai de plus compense pour la jeunesse que j'ai de moins. C'est bon, ça. J'aime votre rapport à la vie. Mon mari m'a permis d'aimer la vie. Est-ce que vous avez des regrets? Parce que vous faites référence à votre mari, puis moi, tantôt, je vous posais la question par rapport à la politique. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que vous n'ayez pas fait de politique active, que ce soit municipale, fédérale ou provinciale? Non. Non, j'ai toujours pris ça plutôt comme une belle protection. Oui, OK. Ah oui, ah oui. Vous avez des enfants, Janine? Non. Okay. Quand tu fais 38 ans, là, tu penses pas à la famille. Mais mon cas était réglé depuis longtemps, parce que j'ai une sœur qui est comme moi qui n'aurait pas eu d'enfant. C'est peut-être qu'est-ce que c'est qui m'a fait que, avant de rencontrer Garnier, je ne me suis jamais attardée. Je n'ai jamais eu de relation intime, là, prenez-le comme vocabulaire de n'importe quelle forme, c'est parce que ma vie n'était pas basée là-dessus. Tu n'as pas à dire à un jeune homme avec 25-30 ans, moi je suis une femme qui n'aura pas d'enfant. Tu n'as pas à dire ça. Mais est-ce que c'était un choix volontaire de votre part ou c'était... Non. C'était pas un choix volontaire? Non. Mais je me suis permis d'avoir du plaisir avec mes neveux. Ben oui, absolument. Mais je pense que vous avez eu plusieurs enfants sans en avoir parce que, sincèrement, vous avez aidé énormément de gens. Les employés que j'ai eus ont été sans doute les enfants que je n'ai pas eus. Ça fait déjà 25 ans que je suis à ma retraite. Je me gargarise quand je dis ça. Parce que j'ai encore de mes employés qui m'appellent pour s'informer comment ça va. Me tenir au courant de ce qu'il faut. Dans les dernières années, vous vous êtes impliqué beaucoup dans la mise en place dans votre milieu natal, là, Lillet, d'une résidence pour personnes aînées dans laquelle vous habitez. J'habite aujourd'hui, oui. C'est ça. Et puis cette implication-là était voulue depuis longtemps. C'était quelque chose que vous avez vu venir depuis un certain temps ou? Pas nécessairement. Tu sais, Lillet est une paroisse industrielle, mais tu sais, les dirigeants ne sont pas toujours des gens qui demeurent à Lillet, là. Bon, comme beaucoup d'endroits. Ouais. Puis nous autres, ici, à Lillet-sur-Mer, on avait la caisse populaire qui était là. Et la Fédération a décidé de fermer notre caisse populaire pour la muter complètement à Lillet-Ville. Alors, je me suis un petit peu impliquée beaucoup. Moi, ce que je demandais, c'est qu'au moins qu'on garde un guichet, parce que je me disais quand même l'été pour le tourisme, etc. C'est ça. Et je n'ai pas gagné ma partie. Ça va être plus grave que ça. Ça m'a chagriné, mais en tout cas. Mais comme je suis une femme qui regarde en avant,
les 3 ou 4 personnes avec qui j'avais travaillé de très près. On était devenu un gros groupe là-dedans, puis tu sais, contre ça, la Caisse populaire, puis en tout cas, ça n'a pas tourné comme je voulais. Alors, ces quelques personnes-là, on était 3-4. Un soir, je les appelle, on se rencontre, puis j'ai dit là, notre village, si ça continue, il va être mort. Uh-huh. Alors, pour quelle raison qu'on garderait pas notre monde? Notre monde qui part, nos aînés, qui partent parce qu'ils veulent vendre leur maison, ils veulent plus l'entretenir, ils s'en vont soit à Montmagny ou à Lévis ou à Québec. Alors, on ne voit pas ces gens-là, là où ils ont des sous qui ont gagné dans notre milieu, qui pourraient redépenser dans notre coin. Ouais. Comme ça que je suis allé à Saint-Pamphile pour voir comment ça fonctionnait, de quelle façon ça part. Bon, puis ça fait des années un peu partout. Après quelques téléphones, on s'est rencontrés, puis on s'est dit, on essaie une construction d'une maison pour aînés avec un certain confort. Alors, c'est comme ça que, naturellement, ça s'est pas fait facilement, mais comme toute bonne chose, là, plus on y travaille, plus on l'aime. On a réussi d'avoir une belle propriété aujourd'hui. La bâtisse a 23 unités et on a la chance d'être sur le bord du fleuve. Le site est extraordinaire. Ouais. Alors, vous savez, les gens qui viennent ici, on ne peut pas s'ennuyer. On a beau vivre la pandémie à l'heure actuelle, là, aujourd'hui, là, on dit ça. Mais vous savez, si notre bâtisse était en ville, on sortirait sur notre balcon si on avait la chance d'en avoir un, et ça se termine là. Ouais, alors que nous, on peut prendre l'environnement, aller rejoindre la 132, se promener, s'asseoir cet été sur les bancs, sur le bord du fleuve, y voir, tu sais, les couchers de soleil, tu sais, les oies blanches. Ils nous réveillent la nuit quand ils arrivent. Là, tellement ils sont nombreux. Mais vous avez dit avec un certain confort parce que vous aviez fait l'analyse d'autres endroits qui étaient que vous trouviez moins appropriés ou en fait moins appropriés, oui. Vous savez, des maisons qui se sont ajustées en cours de route. Oui. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que quand on prend le temps de dire on a une salle de bain qui offre tous les conforts et toutes les garanties dans le bain, à l'extérieur du bain, en tout cas, tu sais, pour le lavabo, pour que le fauteuil roulant rentre en dessous, puis tout ce que vous voulez. Ouais. Puis être dans une bâtisse où je ne vis pas dans la pièce dans laquelle je dors. Oui, tout à fait. Il y a du confort là-dedans, puis tu sais, je n'ai rien contre. Mais je pense que moi, j'ai toujours vu notre bâtisse comme un tremplin entre notre maison familiale et la dernière maison. La maison Hélène Caron, la maison où les gens font de l'Alzheimer ou quelque chose comme ça. Puis je dis toujours, on perd pas ce qu'on n'a pas. Alors, quand on a un peu de génie, on est capable de gérer nos affaires. Et puis, quand notre génie nous laisse, on laisse les autres gérer pour nous autres. J'adore vos expressions, c'est trop drôle. Vous êtes une personne très extravertie. Et ça, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'est une grande qualité, même que malgré qu'on peut être très, très engagé en étant très introverti aussi également, mais vous êtes quelqu'un pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'admiration. Vous me faites penser à ma mère, mais extravertie. Quoique ma mère avait aussi pas la langue dans sa poche, mais quand même, vous avez été une femme engagée, vous avez jamais arrêté. Et encore aujourd'hui, j'ose pas dire votre âge, mais vous êtes dans la jeune 80aine. Bernard. Je suis plus proche de 90 que de 80. Alors, puis, on vous écoute parler, on a l'impression que vous avez 50 ans, c'est pas des farces, et je trouve que vous êtes un exemple. C'est pour cette raison-là que je voulais absolument qu'on puisse avoir cet entretien-là, pour que les gens réalisent que dans notre région, il y a des gens qui se sont impliqués, des gens qui se sont mobilisés pour sauver des éléments, comme vous parlez de la Caisse populaire tantôt, qui se sont battus pour faire ce que nous sommes devenus. C'est le résultat de ce que Lillet est devenu aujourd'hui, plus actif. J'ai de la parenté que demeure à Lillet. D'ailleurs, mon oncle Marcel, le frère de ma mère, a été médecin de campagne à Lillet dans ses premières années de médecine. Jean-Paul Thibault était à la fonderie. Écoute, j'ai toujours senti que j'avais un lien familial avec la ville de Lillet ou les villages de Lillet parce que l'entrepreneurship à Lillet, c'est quelque chose de très présent. Et vous avez été une entrepreneur, malgré qu'à l'époque, on n'appelait pas ça de même, mais vous avez été quelqu'un de très précurseur dans tout ce que vous avez fait dans votre vie. Mais vous savez, j'ai été mentor dans les dernières années pour la MRC de Lillet et j'ai eu un plaisir fou là-dedans.
à rencontrer des gens qui voulaient se lancer en affaires, puis tout ça. À partager. À partager. C'était pour moi, là, tu sais, ça m'a permis d'avoir le sentiment d'être capable encore de faire quelque chose. Puis de continuer à collaborer. Oui, oui. De continuer à collaborer au développement de la région. Ça, c'est fondamental. À donner confiance. Tu sais, moi, j'ai rencontré une femme, entre autres, tu sais, qui a une belle entreprise maintenant, tu sais. Puis j'ai dit, il faut que tu aies confiance en toi. Puis confiance en toi, là, tu sais, ça va se sentir, puis les gens vont savoir. Elle me racontait, entre autres, qu'il y avait un monsieur qui l'engueulait. À un moment donné, j'ai dit, écoute-moi bien, la prochaine fois, là, tu vois qu'il monte le ton, monte-le au même degré que lui. Au même degré que lui. Alors, à partir de là, tu vas pas savoir qui est. Mais la sincérité, il faut être sincère dans la vie. Absolument, vous avez tout à fait raison. Honnête avec soi-même. Si on veut être honnête avec les autres, il faut être honnête avec soi-même au départ. Absolument. Janine Caron-Giasson, je viens de passer un très, très beau moment avec vous aujourd'hui. Puis on est le 10 novembre aujourd'hui et c'est la veille de la journée du souvenir. Et donc j'espère que ce balado restera gravé dans les mémoires et que les gens l'écouteront avec une grande sincérité, comme vous dites. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté de partager avec nous votre parcours, votre vie tout à fait hors de l'ordinaire et merci aussi pour tout ce que vous avez fait pour la région. Bernard, je vous dis merci de m'avoir permis de m'exprimer malgré mon vieil âge et je vous dis que ma porte comme mon cœur vous est toujours ouverte. Vous êtes trop gentil. On va sûrement se revoir. D'ailleurs, on s'est vu au début de la COVID au printemps où je suis allé vous rencontrer à l'extérieur où les premiers balbutiements de tous nos confinements et nos... D'ailleurs, j'en profite pour vous demander la question, comment vous traversez cette période qui est quand même extraordinaire parce que vous l'avez pas vécu jamais avant, là? Moi, je vais vous dire, au tout début, je faisais rire mes neveux et mes nièces et je disais, vous savez, quand les murs se rapprochent de mon nez, je m'habille et je sors dehors. Et là, je trouve ça un peu plus pénible, là, un peu plus dur, parce que on commence à s'habiller pour aller marcher dehors, pour s'habiller plus, etc. Et ici, ben, naturellement, on a des règles à suivre. Puis je ris pour pas pleurer parfois, parce que je dis tout ce qu'on entend, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, et vous n'avez pas le droit. Alors, je me dis, c'est correct. Ce que je constate avec beaucoup de chagrin, c'est que on vieillit comme on a vécu. Et si on a été en autorité, on apprend à respecter l'autorité. Malheureusement, certaines personnes n'ont jamais respecté l'autorité. Alors, c'est ça que je trouve de chagrinant. Mais je me dis, Noël s'en vient. J'ai commencé à sortir 2 lutins. Je les regarde en riant parce que je leur dis, ma date de naissance est le 25 décembre. Alors, je leur dis, le 25 décembre, si c'est que je vais changer de chiffre, organise-toi pour que je saute. Je le prends bien en note. Mais écoute, encore une fois, Janine, merci beaucoup. Merci de cet entretien. Je fais une grosse bise à ton épouse également. Je dis un gros merci parce que je sais qu'elle t'appuie beaucoup. Alors, pour arriver à quelque chose, on disait en arrière d'un homme, mais moi j'ai toujours dit à côté d'un homme ou d'une femme, il y a quelqu'un qui nous aide. D'accord? Absolument, tu as tout à fait raison. Je te remercie mille fois, je t'embrasse. Au plaisir de te rencontrer à nouveau. Merci beaucoup, vous êtes gentil. À la prochaine. Bye. Porte-toi bien, au revoir.